Bienvenue au podcast Carte d'affaires. Je me nomme Charlène Gilbert. Je suis photographe et mentor d'affaires pour femmes solopreneurs. Avec ce podcast, je désire mettre en lumière le parcours d'affaires inspirant de mes invités et offrir de précieux conseils avec mes épisodes solo. Merci, bonne écoute! Cet épisode est commandité par Carole Laurando, accompagnatrice holistique. Si vous vivez des problèmes persistants, de la confusion vis-à-vis d'une situation, un manque de confiance en vous ou tout autre état qui fait blocage à votre épanouissement, celle-ci peut vous aider. À l'aide de plusieurs outils dont la visualisation, l'hypnose et la PNL, programmation neuro-linguistique, elle vous guide à travers le conscient et l'inconscient à trouver vos propres solutions et ce, dans l'être unique, complexe et entier que vous êtes. Pour en savoir plus sur Carole, visitez sa page Facebook, Carole Laurando, accompagnatrice holistique, ou visitez son site web, le www.carolelaurando.com. Bon podcast! Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Carte d'affaires avec encore une fois une superbe invitée. Alors, j'ai avec moi Alex Martel. Alexandra ou Alex Martel qu'on dit? Oh, les deux me plaisent. Aucun des deux ne me dérange. Bien, bonjour, Mes amis Alex. proches m'appellent Alex. Ouais. Alex. Bon, je ne suis peut-être pas une amie proche, mais je vois souvent Alex passer. Alors, je t'appelle Alex aujourd'hui pour la cause. Alors, bienvenue, Alex, sur le podcast. Merci de l'invitation. Bien contente d'être là. Ça me fait super plaisir et j'explique un peu pourquoi j'ai invité Alex aujourd'hui, dans quel contexte. Alors, Alex, ça fait pas tout à fait 1 an que je l'ai découvert sur les médias sociaux. Alors, je la voyais aller, je la trouvais bien comique, elle a une belle humour. J'ai aussi acheté une formation d'elle qui est de créer une page de vente par le biais du site de Olivier Lambert. Puis après ça, je t'ai connue aussi avec le bundle catching de Geneviève Gauvin, où est-ce que tu as fait W. Et après coup, je voyais aussi que tu avais une belle formation, les mots pour vendre, si je ne me trompe pas. Et tu as récemment sorti un livre. Et là, je me suis procuré la copie et j'en suis bien fière. Fait que c'est un peu le topo de Alex, mais je vais la laisser se présenter adéquatement à vous pour vraiment comprendre ce que fait Alex aujourd'hui. Et après coup, on reviendra un petit peu là, sur son périple, justement, de comment elle est arrivée à devenir, pour mon sens à moi, experte en copywriting et pricing. Est-ce que c'était exact ce que j'ai dit, Alex? Oui, c'était pas mal exact. Tu as bien fait tes devoirs. Donc, Yeah! là, tu veux que je me présente, là, c'est ça? Oui, Alex. Est-ce que j'ai bien frappé dans le mille la façon que je t'ai présenté ou il faut le remanier d'une autre façon? Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié? Je trouve ça parfait. Oui, fait que c'est bien ça. Tu es formatrice, Oui. tu aides des gens en lien avec mettre le juste prix sur leurs produits, puis même écrire des pages de vente qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je te dirais, je me suis fait connaître pour la rédaction persuasive en premier. C'était vraiment mon expertise à la base. Puis le pricing, ça a été vraiment un heureux hasard de la vie. Là. Mais ouais, voilà, c'est vraiment mes deux champs en ce moment. C'est des cohortes de formation que les gens font de façon autonome ou c'est des cohortes que tu accompagnes les gens, en fait, chaque semaine? Ça dépend vraiment des formations. Donc, pour chacune des deux angles de ma business, si on veut, j'ai des différentes formations. Là. Dans le volet rédaction persuasive, j'ai une formation qui est un petit peu plus en chair, qui s'appelle Un mot à la fois, où là, j'accompagne vraiment plus les gens, où je vais donner du feedback aux gens à toutes les 2 semaines sur leur publicité, sur leur texte, sur ce sur quoi ils travaillent, en fait. Qui est vraiment ma Cadillac que j'appelle, c'est ma grosse formation. Mais j'ai aussi des petites formations là, plus abordables, puis où c'est vraiment autodidacte pour les gens qui préfèrent apprendre par eux-mêmes, qui aiment ça, juste avoir une marche à suivre, puis y aller, puis s'amuser, puis découvrir. Donc, j'aime bien explorer les deux formats, là, je te dirais, à ce niveau-là. J'ai pas de grosses préférences. Là. Je fais peu, par contre, d'accompagnement individuel. Ouais. C'est pas quelque chose que j'offre maintenant parce que je garde mon temps.
précieusement. Oui, hein, on vient que les horaires viennent rapidement engorger. Alors, le one-on-one, c'est de plus en plus rare. Ça, faut se le Oui, dire. absolument. Puis ça a une grande valeur, en fait, pour cette raison-là. Là. Oui. C'est pas facile de trouver quelqu'un de qualifié, compétent, avec qui ça clique, qui accepte encore de faire de l'individuel. Vraiment, là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi de faire de la formation sur ces sujets-là? Si on recule avant, là, avant que ça rentre dans ta vie, raconte-moi un petit peu. Je te connais pas sur le côté avant, moi, du tout, du tout. D'où tu Hmm. viens, qu'est-ce que tu faisais dans la vie pour, à un moment donné, devenir travailleur autonome et te lancer dans ces formations-là? Tu sais, il y a beaucoup de gens que leur histoire de l'entrepreneuriat, c'est Ah, moi, j'avais une job, j'aimais pas ça, je l'ai lâché, puis je me suis lancée à mon compte. Moi, c'est pas ça du tout. En fait, moi, j'ai juste 28 ans, là, déjà en partant, fait que ça met la table là, un petit peu. Ça fait pas. Je suis devenue entrepreneur très jeune et c'était un accident, OK. soyons honnêtes. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait un bac en droit à l'Université d'Ottawa. Puis je me suis rendu compte entre la deuxième et la troisième année de mon bac que j'avais pas envie d'être avocate. Ce qui a été quand même une réalisation difficile à faire. Quand même. Quand tu t'es engagé dans un processus comme ça qui est quand même intense, puis que tu t'imagines déjà passer ton barreau, faire la course au stage, tout ça, puis tout d'un coup, tu réalises que tu n'as pas envie de faire ça. Mais moi, j'étais bonne élève. J'ai tout le temps été genre la petite première de classe, un petit peu têteuse. Là. C'était moi, ça, là, au primaire et au secondaire, soyons honnêtes. Toujours eu des bonnes notes. Toujours beaucoup trouvé de validation aussi dans l'école. À l'école, tu fais bien les affaires, on te donne une petite étoile là, sur ton travail, tu te sens bien. Donc, j'étais beaucoup valorisée par l'école, puis il y a une grosse partie de mon identité qui reposait sur l'école. C'était important pour moi à l'université. Puis, après droit, pour moi, la seule avenue possible, sachant que je n'avais pas envie d'être avocate finalement, c'était de trouver autre chose à l'université. OK. Donc, j'ai commencé un deuxième bac à l'Université Laval cette fois-là, en études internationales, où j'ai touché à toutes sortes de domaines en même temps, okay? Pour explorer puis pour trouver c'était quoi ma voie. Puis en attendant de trouver le domaine d'expertise qui allait me chavirer, puis me faire triper, puis me donner envie de me rendre au doctorat, là, parce que moi, je me voyais doctorante, c'était ça mon but. J'étais travailleuse autonome. C'était pour financer mes études, puis je faisais beaucoup de l'intégration, des trucs techniques. Moi, je sais programmer un petit peu en PHP, je connais bien WordPress. C'est toutes des choses que j'ai apprises autodidacte. Puis ça me permettait de financer mes études, tout simplement. OK? OK. Donc, mon statut de travailleuse autonome, c'était pas un but, c'était juste, ça dépanne, c'est pratique pour moi de faire des petits contrats sur le side pendant que je cherche mon objectif de vie à l'université. Oui. Puis, éventuellement, je suis tombée dans le marketing web par hasard. Un client qui m'a fait faire une landing page, je m'en rappelle encore, intégrer là, vraiment la technique d'une landing page, mais moi, tout d'un coup, je découvre c'est quoi une page de vente à ce moment-là. Je l'intègre, puis je regarde ça, puis je me dis, ah, wow, c'est intéressant quand même, le marketing web, comment ça fonctionne, tout ça. Puis par pur intérêt, je me mets à me documenter là-dessus. Vraiment. Ça fait combien de temps à peu près, excuse-moi, Ça fait vraiment pas tant longtemps. Je ne suis pas quelqu'un qui est très doué avec les timelines. Je n'ai pas une mémoire super exhaustive, genre des dates puis tout ça. La date que j'ai comme repère, c'est que mon projet s'est concrétisé quand j'ai acheté mon nom de domaine, lesmotspourvendre.com. Puis ça, c'était en 2017. Fait que mets-toi OK. 2, 3 ans avant ça, peut-être, les premiers balbutiements, ça fait pas longtemps. Là. Donc, c'est ça, moi, je travaille en marketing, mais des petits contrats par-ci, par-là. Puis là, de plus en plus, je commence à m'intéresser à la pub Facebook. J'ai un client qui m'offre de me former en publicité Facebook. Fait que là, j'embarque là-dedans, je trouve ça intéressant. Ah, Puis là, il y a ben quelque oui. chose qui me frappe. Je me dis, les textes sont vraiment mauvais. les, les textes des pubs sont OK. à chier, soyons À honnêtes. chier. Ils sont vraiment pas bons. Puis je regarde ce qui se fait du côté anglophone. Puis moi, par pur intérêt là, de personnes qui aiment lire puis qui aiment s'informer, je suis tombée sur le copywriting du côté anglophone. Puis là, je suis comme, voyons, pourquoi en français, est-ce que nos textes publicitaires sont plates? Il n'y a pas de raison. Notre langue n'est pas Non, plus non. plate que l'autre. Pourquoi est-ce que les pubs que j'intègre manquent autant de personnalité, etc., etc. Et là,
les mots pour vendre commencent à apparaître dans ma tête. Mais à ce moment-là, je n'ai pas de formation en rédaction. J'ai pas, puis j'en ai toujours pas, by the way. J'ai pas de formation en Mais tu marketing. le fais très bien, par Ah exemple. ouais, j'ai aucune formation en marketing, j'ai aucune formation en rédaction. Puis je viens d'un monde universitaire où ce qu'on valorise, ce sont les diplômes, les preuves, la crédibilité. Donc moi, mon syndrome de l'imposteur, là, il est dans le plafond. Là, puis Je comprends ça a totalement. été très, très long avant de charger à ma juste valeur, de comprendre que l'intérêt que j'avais développé pour le copywriting, qui pour moi était naturel et facile, tu sais, moi, lire des ouvrages complets sur des sujets connexes avec la persuasion, le marketing, tout ça, je ne le voyais pas comme une carrière possible ou une entreprise, c'était un plaisir léger. Donc, comprendre que ça avait un potentiel d'entreprise, ça a été quand même relativement un drôle de chemin. Là, éventuellement, je me suis mis à me rendre compte que mes contrats sur le site étaient de plus en plus payants. Puis c'est comme si l'entrepreneuriat m'a choisi. C'est pas moi qui ai choisi l'entrepreneuriat. J'ai comme réalisé un matin, le petit projet à côté est en train de devenir de plus en plus gros. Est-ce que j'abandonne mes ambitions académiques pour ce projet-là? C'est comme ça que ça a commencé. Hey, je te comprends totalement parce que je fais le parallèle avec le côté photographie pour moi dans la vie qui était vraiment un petit sideline et que je me suis laissée prendre par surprise. Alors, je comprends ce que tu mentionnes. Puis, je crois aussi que dans ce domaine-là, il y a tellement de gens qui ont besoin aussi d'un petit coup de pouce pour bien pondre, enlever le syndrome de la page blanche. Je pense qu'on est tous un peu bon, quand on est assis, des fois, comme qu'est-ce que je pourrais faire qui est différent? Comment je pourrais apporter ma publication ou ma page ou peu importe. Je trouve que c'est un beau service que tu offres là, puis je pense qu'on avait besoin justement de quelque chose qui Oui, sort de l'ordinaire. j'ai eu la chance d'arriver à un moment où presque personne parlait de rédaction persuasive, de copywriting en français. Vrai. D'ailleurs, les mots rédaction persuasive n'étaient même pas recherchés sur Google en français au moment où j'ai commencé à appeler ça comme ça. Moi, j'ai commencé à appeler ça comme ça parce que quand je parlais de copywriting, personne ne comprenait. Les gens étaient confus puis ils pensaient que je faisais de la propriété intellectuelle. J'avais toute une éducation de mon marché à faire, là, vraiment. Puis au début, je n'enseignais pas. Je faisais vraiment de la rédaction pour des clients, là, des mandats de rédaction. Mais je suis vraiment arrivée dans un marché presque vierge au Québec là, où personne ne parlait de ce sujet-là, personne n'éduquait les gens sur ce sujet-là. Quand j'arrivais pour vendre mes services à mes clients, il n'y avait aucun comparable parce que les comparables, c'était des rédacteurs web, par exemple, ou des concepteurs-rédacteurs en agence, mais qui faisaient souvent plus de la publicité télé ou du print. Fait que c'était vraiment... Est-ce que ça a été difficile ou facile, justement? Vu que tu étais un peu toute seule et qu'il n'y avait pas de comparatif, est-ce que des fois, les gens étaient comme « Ah, je ne sais pas, ça a l'air d'être nouveau. » Est-ce que c'était une bonne chose ou ça a été difficile? Je te dirais que c'est comme à la fois une bénédiction et une malédiction. C'est une bénédiction parce que je pense que ça m'a permis de m'établir comme la référence dans ce milieu-là beaucoup plus rapidement. Quand j'ai acheté mon nom de domaine en 2017, j'avais un tout petit portfolio. Là, j'avais écrit quelques pages de vente pour des clients qui me faisaient déjà confiance, pour qui j'avais fait d'autres petits mandats, par exemple des séquences de courriel, tout ça. Puis rapidement, mon nom s'est mis à circuler. J'ai eu la chance d'écrire là, des centaines de textes là, en très, très peu de temps parce que j'étais extrêmement sollicitée. Puis ça a été très facile pour moi d'être le visage qu'on associe au copywriting finalement dans mon petit marché du Québec. Par contre, c'est sûr que ça venait avec des enjeux, dans le sens qu'aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un « je suis copywriter », les gens comprennent déjà, s'ils sont moindrement intéressés par l'entrepreneuriat, la valeur que ça peut avoir comme compétence, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert, etc. C'est des enjeux qui ont été démocratisés, que les gens comprennent mieux. Fait que je pense qu'il y a des... Tu sais, quand on se lance, on a tout le temps l'impression d'être trop tard, mais il y a des enjeux, peu importe à quel moment on embarque. Oui. Qu'on soit pionnier ou qu'on soit genre le 28e copywriter à se lancer, il va toujours avoir des enjeux, c'est juste des enjeux différents. Et l'entreprise a continué comme ça à grandir et c'est là que les formations et tu as vu les besoins divers. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je n'aimais pas ça écrire. J'ai jamais été une... Ah non?
Ah non, moi, j'haïs ça écrire, je trouve ça... Tu sais, j'ai écrit un livre, là, ça a Ben été oui, tu nous très conteras ça. difficile, extrêmement difficile, parce que je ne suis pas quelqu'un qui a un amour de l'écriture. J'ai un amour de la communication. Moi, ce qui m'intéresse dans mon texte, c'est de le disséquer pour comprendre qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est quoi l'objectif derrière ce texte-là? Quelle opinion je veux changer? Quelle attitude je veux changer chez mon lecteur? Quelle action j'aimerais qu'il pose? C'est quoi ma stratégie en arrière de ce En morceau de arrière. contenu-là? C'est ça qui me passionnait. Puis, tu sais, je pense que une de mes particularités par rapport à la persuasion, c'est que je ne suis pas seulement allée d'ailleurs dans des sources de copywriting. Moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est économie comportementale, psychologie, vraiment des choses connexes qui n'avaient peut-être pas été assez explorées avant. Mais voilà, j'adore pas ça écrire. Fait qu'à un moment donné, quand je faisais des mandats de rédaction, c'était comme ironique parce que tout le monde me disait Alex, t'es tellement sur ton X, t'es tellement bonne, t'as créé ton emploi de rêve, personne, tu savais même pas que ça existait avant, waouh, waouh, waouh. Puis moi, je me sentais misérable Ah oui? parce que j'étais fatiguée, j'avais de la misère à produire assez, je me sentais pas du tout bien là, dans mon horaire de travail, dans ce que je faisais, parce que l'acte d'écrire était difficile pour moi, puis fondamentalement désagréable. Puis c'était une partie très, très, très importante de mon travail. Puis Oh, fait que... éventuellement, j'ai compris en fait Ouais. qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi pour écrire, surtout pour les autres, que le peu d'énergie, de créativité que j'avais au niveau de l'écriture, je voulais le garder pour moi. Puis que la meilleure façon peut-être de transmettre tout ce que j'avais comme compétences, c'était de les offrir à d'autres finalement. C'est vraiment Ouais. comme ça que ça s'est manifesté dans ma vie, la formation. Mais quand j'ai abandonné les mandats de rédaction, je ne faisais pas beaucoup d'argent avec mes formations. Là. Je me rappelle que mon copain était comme, es-tu certaine que tu vas arrêter les mandats complètement tout de suite? Puis j'étais comme, Marc, tu ne comprends pas la formation. Ça ne vaut pas être une grosse source de revenus en ce moment. C'est ça que je veux faire. C'est là Ouais. que c'est là que je me sens réellement sur mon X. Tu t'es écouté, tu as senti que ça tirait, là, puis que c'était vraiment Voilà. pour toi là, d'écrire tout le temps comme ça, tu t'aurais rendu C'est ça, je ne suis pas malade assez à faire. prolifique, je suis pas assez. Je préfère garder cette énergie-là pour moi. Tu sais. Mais avec l'histoire du livre, tu t'es fait approcher. J'aimerais que tu puisses nous en parler un petit peu. Puis, vu que tu me viens de me dire que écrire, c'est dur, comment comment tu as accepté? Tu as dit OK, je y vais, mais je suis curieuse aussi de connaître ça, là. Comment c'est arrivé et tout. Ouais, ça va me faire plaisir. Écoute, tu sais, on dit souvent que la création de contenu, c'est long terme, puis que ça prend beaucoup d'énergie, puis que c'est donc fatigant, puis tout ça. Puis c'est vrai un peu, tu sais. Tu crées du contenu sur LinkedIn, tu crées du contenu sur tes différentes plateformes. Moi, j'avais écrit mon petit e-book, tout ça, puis tu ne comprends pas toujours ça va être quoi les retombées immédiates de toute cette énergie-là que tu mets à éduquer, à C'est enseigner vrai. gratuitement. Tu sais. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Puis, à partir du moment où j'ai arrêté d'écrire pour des clients, il y a beaucoup d'énergie qui s'est libérée dans ma vie puis d'espace pour créer du contenu comme ça. Puis, je me suis mise à créer du contenu à grande valeur. Là. Tu sais, je pense à mon maudit e-book sur la psychologie des prix qui a vraiment circulé. Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une éditrice chez Saint-Jean qui est tombée sur ce e-book-là gratuit il y a tellement de gens qui m'ont dit de le vendre, de ne pas le distribuer gratuitement, que ça n'avait pas de bon sens, qu'il y avait trop de valeur. Puis moi, je tenais vraiment à distribuer ce livre-là gratuitement et je l'offrais sans même demander un courriel en échange. Donc, les Wow. gens pouvaient juste télécharger le Ben PDF sur oui. LinkedIn, sur mon site web, l'envoyer à n'importe qui. Je ne voulais même pas collecter les courriels. Mon seul objectif en créant ce morceau de contenu-là, c'était que le contenu qui était dedans, qui m'enthousiasme énormément, bouge, circule. Et c'est ce morceau de contenu-là qui a été vu par mon éditrice en premier, qui a fait qu'elle est allée regarder mes vidéos. Puis là, il y avait une abondance de contenu sur mes plateformes parce que ça faisait longtemps que j'en crée. Puis qui a décidé ma maison d'édition à m'écrire pour me faire une offre finalement. Donc, c'était Wow. vraiment
Tu sais, ça, c'était spécial pour moi, là. ben oui, puis tu sais, quand tu Ouais. mentionnais, tu voulais que ça circule. Est-ce que le e-book t'a aussi beaucoup aidé à te faire connaître pour les ventes de formation? Est-ce que ce lead magnet-là, gratuit, a vraiment bien voyagé pour ton entreprise? Ah ouais, absolument. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui l'ont même inclus dans leur formation, là, comme ressource. Il y a des gens qui l'ont partagé. C'est vraiment peut-être mon, 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 mon morceau de contenu qui a le plus circulé, là, vraiment, là, ça doit être ce petit e-book-là, là, des 35 trucs. J'étais vraiment contente de l'avoir fait. Ouais, Est-il encore disponible à ce jour? absolument. Ouais, si les Oh gens vont sur mon yeah! site web, ils vont le trouver tout de suite. Super! On va pouvoir mettre les liens dans le descriptif aussi de ton courriel, de ton site Internet. Et OK, on revient. L'éditrice. La maison d'édition t'écrit et là, te mentionne, j'ai vu un peu tes stories, on est enthousiaste, on t'a regardé, on t'a suivi, on a un projet à faire avec toi. Et là, on se ramène à peu près à quelle date? Là? Ça fait pas longtemps, là, ça, là, quand même. Là. Ça, c'était très, très rapide. C'était en mars. Puis, je me souviens que 2021, OK. j'ai adoré le courriel parce que ça paraissait que mon éditrice m'avait lu. Elle me tutoyait dans le courriel, déjà en partant. Sûrement qu'elle avait vu que je tutoie partout et tout ça. Elle me tutoyait. Ça finissait par une espèce de petite question, genre un peu punch. Tu sais, ça avait été copyrighté. Puis j'ai vraiment apprécié l'approche. Tout de suite, là, j'avais comme un sentiment positif. Donc, on s'est parlé, on a discuté du projet qu'eux avaient en tête, moi, mes attentes par rapport à ce livre-là. C'est sûr que moi, ça avait toujours été, comme beaucoup de gens, là, je pense que c'est 60% des gens qui veulent publier un jour. Okay? La plupart ne le feront pas, mais c'est vraiment un rêve commun chez les gens d'écrire un livre. Donc, évidemment, moi, enfant, j'allais au salon du livre, tout ça. Puis l'idée d'écrire un livre, ça me plaisait beaucoup. Puis au niveau du pricing, c'est une expertise que j'ai partagée. Tu sais, le pricing, c'est pas quelque chose que j'ai étudié dans l'optique de faire de la consultation ou dans l'optique de faire une formation à la base. C'est quelque chose que j'ai découvert pour moi-même puis qui m'a un peu sauvée. Honnêtement, c'est ça qui m'a permis de vivre bien de ma business. Puis mon espèce de... On parle tout le temps du pourquoi, mais je suis très motivée par l'idée de répandre cette vision-là du pricing. C'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Puis quand je vois des travailleurs autonomes chargés à l'heure, ça me dérange, vraiment, là, comme si c'est comme personnel ce qui se passe. Donc, l'idée de faire un livre là-dessus, de faire rayonner un petit peu plus cette vision-là, Ben oui. c'était super alléchant pour moi. Donc là, on a négocié tout ça. Et ouais, j'ai écrit un livre. J'ai écrit plusieurs dizaines de milliers de mots. De en mars 2021 à juin. Il fallait que mon juin, manuscrit soit terminé fin juin, mon premier cinq. jet. Tu faisais que Fait ça de ben, tes j'écrivais journées. 5000 mots par semaine parce qu'en plus, je n'ai pas commencé en mars. Dis-toi qu'il faut qu'on négocie le contrat d'édition. Il faut, il y a pas mal de. Fait que j'ai écrit le livre en à peu près 6 à 7 semaines, je te dirais. Ce qui était extrême, Wow, t'es mon idole. mais Combien de pages? ben, il y a quand même pas mal de pages, je peux te dire ça, mais Montre-nous c'est les à sûr que l'écran. c'est très aéré, tu me connais, là, je fais du copywriting, donc je ne sais pas si les gens peuvent voir, là, mais c'est vraiment, c'est des Oui. petits paragraphes, ça se lit bien, c'est vraiment, c'est savoureux, mais tu sais, peut-être entre 35 et 40 000 mots, genre, pour te donner une idée. OK. Donc, ça a été quand même intense. Mais le résultat final était tellement important pour moi que je l'ai fait, même si par moments je détestais ça. Puis ça, je pense que c'est une leçon importante pour tous les entrepreneurs. Tu sais, on parle souvent d'être sur notre X, de suivre notre inspiration. Il y a un gros mouvement en ce moment pour être slow, y aller à notre rythme, faire juste des Oui, choses c'est qu'on vrai. aime dans notre business, suivre le plaisir. Puis je suis toute d'accord avec ça. Je suis la première à dire que je suis paresseuse, puis que j'aime ne pas me compliquer la vie, puis que j'évite de faire des choses qui sont trop difficiles pour moi. Mais en même temps, les plus gros accomplissements, les plus gros gains, c'est vraiment
pas toujours des choses faciles. Puis des fois, il faut de la discipline. Puis c'est pas sexy de parler de discipline. Personne n'a envie de se discipliner. C'est pas agréable de se forcer à écrire, même quand tu trouves ça poche puis que ça te tente pas parce que tu as un deadline à respecter puis que tu veux publier ton livre à ce moment-là puis que tu t'es fait une promesse, tu sais. Ouais. Mais quand la motivation au bout est assez grande, on est capable de le faire. Puis j'en suis la preuve parce que c'est ça, j'aime vraiment pas ça. Là, et je l'ai fait parce que la carotte au bout de cette discipline-là valait la peine que je passe quelques semaines à souffrir un petit peu. Hey, La satisfaction que j'ai ressentie quand j'ai reçu ma boîte de livres, là, ça valait 60 fois ce que j'ai fait. C'est facile. Ça m'impressionne vraiment beaucoup, là, en peu de temps comme ça. Est-ce que ça t'a motivé aussi d'avoir la maison d'édition un peu comme en arrière, si tu arrêtes de démarrer Absolument. ce projet-là? Absolument. Savoir que c'était certain que mon livre allait être publié, C'est savoir ça. que c'est que ça concrétise beaucoup, beaucoup l'objectif au bout. Parce que sinon, c'est facile pour un projet de livre de toujours se dire ah, moi, j'ai envie d'écrire un livre, mais pourquoi tu as envie d'écrire un livre? Qu'est-ce que ça va donner? Comment tu vas le publiciser? Qui va le lire? Quel impact ça va avoir? Si tu n'as pas défini ça dans ta tête, je pense que même sans signer un deal avec une maison d'édition, au moins les gens devraient faire, avant même de l'écrire, une liste des maisons d'édition avec qui ils aimeraient publier ou s'ils décident de s'auto-éditer, de regarder un peu comment ça va marcher, tout ça, parce que plus l'aboutissement du projet est concret, plus c'est facile d'aller chercher justement de la discipline. Hey, ça, hey, c'est sûr. Hein? Mm. Puis au moment qu'on enregistre, le livre est en pré-lancement, alors je n'ai pas encore reçu ma copie, j'ai vraiment très hâte. Et au moment que vous visionnez cet épisode, il est disponible aussi. On va pouvoir mettre tous les liens dans le descriptif aussi si vous êtes curieux, curieuse de voir le produit fini de Alex, parce que franchement, elle m'impressionne beaucoup. Et j'aimerais ça une question cocasse. Tiens, on va juste sortir du côté professionnalisme. Je veux savoir, Alex, d'où vient la passion des grues? Ma mère est comme mystifiée par ma passion des grues. Elle est tellement drôle. Elle me dit Alex, t'aimais pas ça, les grues, quand t'étais enfant? Puis là, j'étais là, maman, on a grandi au lac Saint-Jean. Genre, quand est-ce qu'il y avait une grue à Alma? Genre, il y a dû avoir une grue dans toute mon enfance. T'sais. Fait que c'est sûr que j'avais jamais vu de grue. Moi, je suis pas impressionnée. Des fois, mes amis m'envoient des photos des lifts. Là. Je suis comme, c'est pas une grue, ça. Moi, j'aime les grosses grues là, qui construisent des immeubles. Je sais pas, je trouve ça genre élégant. C'est vraiment impressionnant, je trouve, de voir ça. Savais-tu que les grues, ils sont comme laissés libres. Il faut qu'ils tournent la nuit au fil du vent parce que si c'était pas le cas, ils pourraient pogner dans le vent puis là, ils pourraient renverser. Genre. C'est cool, hein? Fait que là, tu sais, j'apprends plein d'affaires sur les grues puis je sais pas, je trouve juste que c'est comme merveilleux, tu sais, c'est comme wow, une grosse affaire vraiment haute, vraiment squelettique qui se dresse dans le ciel puis qui tient, puis il y a quelqu'un en haut de là, tu sais, moi c'est vrai, par exemple, que c'est comme debout de même dans le ciel, c'est oui. haut, ça doit être assez spécial de travailler oui, les grutiers, moi, à toutes les fois que j'ai une cliente qui me dit mon chum ou mon frère ou mon cousin est grutier, je suis comme vraiment jalouse, je trouve ça vraiment hot. Il faudrait vraiment que tu ailles faire un tour dans une passion random, là, comme il y a des gens qui aiment les zèbres, ben moi, j'aime les grues. Tu sais, quand je vois une grue, je vis un petit moment de joie gratuite. Pourquoi pas? Tu sais, c'est le fun, c'est plaisant. C'est cute! Ah, je trouve ça vraiment mignon. On m'envoie des photos de grues, mais tu sais, c'est comme devenu un running gag, là. Fait que, ouais, vraiment, j'aime ça. On fait un appel ici. Si quelqu'un peut emmener Alex faire un tour de grue, peut-être réaliser un rêve. Je ne sais pas si c'est possible. Tu sais, je me dis, il doit y avoir des réglementations, mais ouais, j'aimerais vraiment ça. Sûrement qu'on peut peut-être pas embarquer dedans, mais peut-être aller la voir de près. Sûrement quelqu'un à quelque part qui peut t'apporter, c'est sûr. C'est hot, là. C'est vraiment hot. Puis, ouais, je trouve ça cool. Ouais. Je te comprends parce que de l'Abitibi, où est-ce que je suis, il n'y a jamais eu une grue ici. Là, c'est ça. J'ai tellement ri quand maman m'a demandé ça. J'ai dit, maman, voyons donc, des grues à Alma, il y en a eu 3 fois. Là, on va se calmer. On va se calmer. Mais tu es native de Alma. Aujourd'hui, tu es dans quel coin? Aujourd'hui, je suis à Québec, mais c'est ça, je suis née et j'ai grandi au Lac-Saint-Jean. De là, le petit accent mignon. Absolument.
plaisir, mes J'adore. clients rient de moi Plaisir. à cause de ça, puis tout ça, là, ouais, j'ai bien du fun, là. Écoute, on peut pas... j'ai rencontré une fois à Ottawa, dans une conférence, un employé de l'université là, qui était là pour je sais plus trop quoi, puis je l'écoutais parler en anglais, tu sais, puis j'étais comme « Oh my God, c'est clair que ce gars-là vient du lac, fait que je vais lui parler après. » Puis il me dit « Oui, oui, je viens d'Allemagne, ça fait 25 ans que j'habite à Ottawa et que je travaille en anglais. » Puis j'avais quand même entendu son accent, puis j'avais reconnu qu'il venait du Lac-Saint-Jean, juste à son accent en anglais. Puis non seulement il venait d'Allemagne, mais il venait de la rue en arrière de chez mes parents. Fait que c'était comme parfait. Fait que je Wow! me suis résignée au fait que l'accent du lac est un accent trop fort pour être perdu. C'est tellement un bel accent. Moi, là, Ben j'en oui, c'est suis cute. jalouse. J'aurais beaucoup aimé ça, habiter, vivre au Lac-Saint-Jean pour parler comme ça. Vraiment. Je trouve ça beau. Autant filles comme gars, je trouve ça charmant. En tout cas, Ouais, c'est comme un peu chantant. Il y a des belles petites oui. voyelles. Je suis fan. Je suis fan. Ouais. Dis-moi, Alex, justement, dans ton quotidien comme ça, là, dis-moi sur ta business, une tâche que tu tripes à fond à faire, puis une tâche que, my God, que tu délèguerais ça, tu sais. Quels sont les wow moments, puis les ouf de ton Les tâches, quotidien? euh, les tâches vraiment dégoûtantes, je les ai déjà déléguées. Donc, Ah, moi, tu sais, toutes les affaires là, que je trouvais qui me prenaient trop de temps, même des fois des affaires que je sais faire, mais que comme il faut, tu sais, en pelleter un peu parce qu'il faut que ça libère de l'espace pour autre chose. Tu sais, par exemple, j'ai délégué ma publicité Facebook. Je sais faire de la publicité Facebook. J'ai déjà fait de la publicité Facebook pour d'autres humains. Mais ça me demandait beaucoup d'énergie, puis j'avais tendance à toujours le remettre au lendemain, ce qui fait que mes publicités n'étaient jamais bien optimisées parce que je ne hmm. mettais jamais ça en priorité. Puis ça a vraiment fait du bien de travailler avec une agence, de me départir de ce morceau-là. Quand je l'ai fait, ça m'a libéré de l'espace pour faire des tâches que j'aime. Euh, donc, vraiment, la pub Facebook. Puis, voilà, j'ai toutes les affaires que j'aime pas. Là, j'ai évidemment ma comptabilité, ce genre de choses-là. Ça, c'est Mais, un morceau qui revient souvent, hein? ah Whoop, ouais, on swing ça à côté. mais je fais quand même ma tenue de livre moi-même parce que j'aime savoir ce qui se passe dans mes finances. Je Oui, trouve ça important. Puis, c'est important. j'aille pas les maths, mais faire mon rapport d'impôt, faire mes. Ça ne m'intéresse pas. Là. Il y a comme une limite. Là. Non, Ouais, effectivement. Puis je il y a crois une que limite à mon intérêt. Là. les tâches qu'on délègue, souvent, il faut qu'on les ait toujours bien fait nous-mêmes un certain temps ou qu'on les comprenne Ouais, aussi pour avant de bien les les déléguer. déléguer. C'est super important. Quand j'étais copywriter puis que j'écrivais pour des clients, un des trucs qui me surprenait, c'est que des fois, je travaillais pour des clients qui faisaient des millions avec leur business. Qui généraient vraiment des gros revenus. Puis ça arrivait souvent que c'était la première fois qu'ils déléguaient le copywriting. Wow! Pense-y, là, tu génères vraiment beaucoup d'argent, ça va bien ta vie, puis tu n'as toujours pas. Parce que c'est tellement une tâche qui est intime un petit peu. Il faut bien que tu connaisses ton Oui. client idéal, quitter ta voix, blablabla, que ce n'est pas nécessairement facile à déléguer. Puis c'est souvent une tâche que les gens vont faire par eux-mêmes très longtemps. Ça m'a surpris. Ouais. Comme tu dis, vu que c'est personnel, la façon de parler, la façon de s'adresser aux gens, ça doit être quelque chose de Ça laisser prend un quelqu'un bon, écrire. un bon professionnel un bon copywriter pour être capable de saisir justement qui parle. Surtout, même quand c'est une business, là, parce que chaque entreprise a une personnalité, ou devrait en tout cas en avoir une, puis c'est la job de ton copywriter de te le dire si tu n'en as pas, puis que tu es trop corpo, puis que ton Mm, entreprise dégage juste rien, ça arrive. Hein? mm. Mais du bon copywriting bien fait va dégager une ambiance, une personnalité, un univers un petit peu. Puis voilà, ça prend des gens, ça prend des gens doués pour y arriver. Tout à fait d'accord. Puis une tâche que tu es comme oh yes, tu as assez hâte d'ouvrir ton écran d'ordi ou peu importe, quelque chose qui te fait vraiment triper dans ton travail. Ben moi, c'est sûr que c'est la création de contenu, là, on ne se le cachera pas. J'aime, je dis que j'aime pas écrire, mais j'aime créer, j'aime conceptualiser mes choses. Puis comme j'écris juste pour moi, Pour mais ça fait toi-même. que toute l'énergie que j'ai m'appartient, puis c'est moi qui en profite et qui l'utilise. Ça fait que c'est parfait. C'est vraiment ce que je préfère. J'ai de la misère à me concentrer sur une seule affaire puis à optimiser ce que j'ai déjà à l'infini parce que j'ai toujours de nouvelles idées, de projets, d'ateliers, de formations. Au moment où on enregistre ça, je m'apprête à donner un nouvel atelier sur la mise à jour qu'Apple ils font en email marketing là, qui va Oh, nice. changer toutes les informations là,
en fait, c'est pour protéger la vie privée, puis ça nous empêche d'avoir accès à certaines informations chez les gens qui utilisent des produits Apple pour consulter leur courriel. Mais tu sais, c'est ça, je crée tout le temps quelque chose de nouveau. C'est rare que je n'ai pas un projet, tu sais, en cours. Puis je me rends compte que c'est là que je suis la plus utile parce que c'est ces projets-là qui font briller ma business puis qui ultimement me rapportent de la visibilité, de la notoriété, de l'argent des fois quand c'est monétisable, tu sais, tout ça. Fait que j'aime que mon cerveau soit occupé à ça. Mm. Ben oui, puis en même temps, avec tous les efforts que tu y mets, oui, il faut qu'à un moment donné, hein, on reçoit de l'argent de ça, payer les billes. Et aussi, j'imagine, ben, veux pas, ça te prend beaucoup moins d'énergie créée pour toi que d'être toujours en train de réfléchir. Bon, est-ce que cette entreprise-là parlerait comme ça? Déjà là que tu disséquer, que tu disais tout comment on place le texte, comment on parle. S'il faut en plus, il faut que tu réfléchis aux couleurs de l'entreprise, pourquoi tu le fais. Ça ne devait pas être évident de faire ça. Quand tu Non, le c'est ça. faisais, là, Il faut vraiment un ensemble de mmh, dons précis pour être un bon copywriter prolifique là, qui va écrire beaucoup. Sinon, il y a des copywriters quand même qui ont des modèles d'affaires plus restrictifs, mettons, qui vont écrire juste pour quelques clients à la fois, ce genre de choses-là. mmh. Euh, mais c'est ça, ça prend une personnalité. Puis c'est important, une des choses que je prône le plus, je pense, autant dans mon livre qu'en général avec mes clients, c'est d'arrêter de regarder ce que tes collègues font, ce que tes compétiteurs font, puis d'imiter les modèles d'affaires des autres. Parce qu'ultimement, ça ne fonctionne jamais parce qu'on est tous uniques, puis surtout pour les travailleurs autonomes, là, ça s'applique un peu moins en entreprise, mais pour un travailleur autonome qui crée une business lifestyle. Tu sais, justement, tantôt, je te disais de cliché, là, je suis tannée de ma job, je m'en vais à mon compte. Quand tu prends cette décision-là pour toi, là, ton modèle d'affaires est tellement connecté à ton horaire, à comment tu vas vivre ta vie, que tu ne peux pas le copier sur quelqu'un d'autre. Il faut que tu t'interroges sur toi, quelles actions tu aimes poser, toi, qu'est-ce que tu aimes faire, puis que tu crées ton offre de service en fonction de ça. Sans ça, peu importe qui tu copies, tu vas être malheureux. Parce que ça ne sera Tout pas adapté à à fait. toi. Tu sais. Hmm. C'est un très bon conseil. Puis justement, je m'en allais vers ça, le conseil. Là, tu m'as devancé avec ce beau conseil, mais tiens, est-ce qu'on pourrait aller avec un conseil sur le pricing, peu importe lequel? Si tu aurais un petit conseil à dire à Charge nos pas à l'heure. charge pas à l'heure. C'est toujours celui-là. Non, mais parce que Et le, pourquoi, le, tiens, charge pas à l'heure? Le taux horaire, c'est vraiment le paradigme en ce moment dans notre société. Ce que j'entends par là, c'est que c'est la switch par défaut. Par défaut, la case taux horaire est cochée partout. Dans le monde du salariat, tout le monde est payé à l'heure. Donc, souvent, quand on se lance à notre compte, on a tendance à vouloir imiter cette façon de faire-là, ce fonctionnement-là. Mais c'est mauvais, autant pour toi que pour ton client. Chargé à l'heure, ça vient avec beaucoup plus de côté négatif que de côté positif. Puis, c'est souvent ce qui va faire en sorte que les gens vont s'épuiser, que les gens vont vivre des difficultés, que les gens vont pas bien vivre, en fait, de leur travail autonome, généralement. Une des raisons à ça, c'est que quand tu charges à l'heure, bon, évidemment, tu échanges ton temps contre de l'argent, on s'entend, ce qui part très mal parce que tu as une limite de temps dans ta semaine. Vous avez sûrement déjà entendu des gens dire ça. Mais plus encore, les travailleurs autonomes sont super mauvais pour charger les vraies heures qu'ils font. Ils vont Oui. toujours sous-estimer, sous-charger aux clients. Par exemple, ils vont dire, bon, un rédacteur, je connais ça, moi, les rédacteurs, j'ai fixé la page blanche pendant 45 minutes, j'ai rien écrit, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas mettre ça dans la feuille de temps de mon client. Je ne suis pas honnête, puis ils ne le mettront pas. Mais un employé là, qui ne file pas puis qui fixe sa page blanche pendant 45 minutes, il est payé quand même, lui, puis il mérite de l'être parce que son cerveau fonctionne quand même, puis il est dédié à son travail à ce moment-là. Fait que, tu sais, en travail autonome, mesurer les heures, ça marche juste pas. C'est tout le temps estimé, c'est tout le temps un peu inventé, puis on a tendance à le faire à la baisse. Donc, Mm, tu te mm. nuis, vraiment, tu te nuis. Un autre élément qui est vraiment désagréable de charger à l'heure, c'est que comme ton client, ce qu'il achète, c'est ton temps, c'est pas ton expertise, c'est ton temps. C'est ta faute, c'est toi qui lui as vendu ça en ordre de temps. Ben, ton client, il veut en avoir pour son argent.
Donc, c'est là que les clients vont commencer à être tannants puis à vouloir savoir « Ah, ça t'a-tu vraiment pris autant de temps que ça faire cette tâche-là? » Parce qu'ils n'ont pas payé pour le résultat de la tâche, ils ont payé pour le temps que tu as passé dessus, puis ils veulent le savoir si ça t'a pris 15 minutes ou 45 minutes. Puis ils ne connaissent pas ton domaine d'expertise. Fait que souvent, ils sous-estiment le temps que ça te prend, ça crée des frictions où là, les clients vont questionner un petit peu les feuilles de temps des travailleurs autonomes qui, eux, se sentent insultés parce qu'ils ont déjà sous-estimé leur temps. Puis pourtant, le client est juste humain. C'est tout à fait humain de vouloir rentrer dans notre argent. Fait que ça crée des frictions avec ta clientèle. Plus tu deviens bon, moins tu es payé cher. Parce que là, tu te mets à aller plus vite. Quand tu vas plus vite, tu factures moins d'heures. Quand tu factures moins d'heures, tu es payé moins cher. Pourtant, ton client il devrait être super content que tu travailles plus vite. Donc là, qu'est-ce que tu fais pour pallier à ça? Tu augmentes ton taux horaire. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À chaque fois, il faut que tu envoies un courriel à tes clients. Là, tu te dis, ah, lui, c'est un vieux client, je ne vais pas l'augmenter. Mais là, tu te ramasses avec des clients qui payent ton ancien prix de là, 3 ans, puis que ça te fait chier de travailler sur leur mandat. Fait que là, tu ne mets pas autant d'énergie. Pas... Fait que ça amène juste des problèmes à long terme. C'est tellement vrai. C'est incroyable. Puis la seule raison pour laquelle on charge à l'heure, c'est que c'est plus facile pour nous parce qu'on n'a pas à se casser la tête en se demandant qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux faire différemment, comment est-ce que je peux traduire la valeur que j'apporte à mon client en un prix. Les gens ils ont l'impression que le pricing de valeur, chargé à la valeur, ça va être plus difficile pour le client d'accepter de payer. Pas du tout. La personne pour qui c'est difficile, c'est toi. Parce que commencer à te questionner sur c'est quoi la valeur que j'apporte, ça, c'est compliqué. Ça demande beaucoup d'introspection, beaucoup de questionnement, beaucoup de temps et d'énergie. Une fois que tu l'as fait, tu es très content. Mais c'est ça qui nous bloque. Puis moi, voir quelqu'un chargé à l'heure, ça me fatigue parce que je sais que cette personne-là pourrait gagner plus d'argent puis mieux servir ses clients s'il adoptait un mode de tarification qui était différent, peu importe lequel. Il y a plusieurs façons de charger à la valeur, il y a plusieurs modèles d'affaires qui sont compatibles avec le fait de charger à la valeur. Il faut trouver celui qui nous convient, mais tout est meilleur qu'à l'heure. Ou au mot. Même affaire pour homo, c'est pas bon non plus. C'est vraiment intéressant. En plus, quand tu mentionnes, tu deviens meilleur, tu deviens de plus en plus expert, puis ton expérience grandit, puis ça va te prendre moins de temps, tu te retrouves au final avec moins d'argent, puis tu es meilleur. Puis, l'exemple est super bon. J'espère qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir se reconnaître. Ah ouais, non, c'est vraiment... Puis personne n'aime ça, là, se faire dire j'augmente mes prix. Mais là, quand tu charges à l'heure, il faut tout le temps que tu augmentes tes prix pour pallier à ça. Il y a toujours de la friction, puis c'est vraiment... c'est pas une bonne solution. Si tu charges à la valeur puis que tu deviens plus efficace, ben tu n'auras pas besoin de baisser ton prix. Tu vas juste aller plus vite puis tu vas faire plus d'argent. Fin. Fin de l'histoire. C'est ça, c'est vraiment plus facile. Oui, puis tu sais, on oublie nos frais fixes, on oublie, tu sais, des fois, il faut qu'on se déplace. Il y a tellement de choses. Je me suis mis à un moment donné à regarder comme il faut mon entreprise, puis j'ai fait OK, là, moi, là, des fois, je paye mes frais fixes, point. Puis là, j'ai-tu une paye, moi? Tu sais, j'ai payé genre 4 piastres de l'heure. 4 piastres? Mais c'est vrai, puis il faut s'asseoir, puis regarder ça, puis demander de l'aide à quelqu'un qui est peut-être à l'aise. C'est une erreur que les gens font aussi souvent. Souvent, pour déterminer leur taux horaire, les gens vont faire le cost plus. Ils vont calculer tous leurs frais fixes, puis ils vont acheter une marge de profit à ça. C'est la méthode la plus fréquente, celle qui est enseignée dans les cours d'entreprise, puis tout ça. Puis là, après ça, ils sont fâchés parce qu'ils disent « Ah, mon client, il ne veut pas payer pour ma séance photo le prix que je propose, mais tu sais, mon équipement, mes lentilles, mon appareil, non. » Ton client, il s'en crisse de tes dépenses. Il n'y en a rien à faire. Ça ne l'intéresse pas. Tes dépenses, ça t'intéresse toi. C'est pour ça qu'en pricing de valeur, ça fonctionne mieux. C'est parce que le prix, ultimement, il est fixé en fonction du client. Puis les dépenses, ça te concerne toi. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu peux offrir dans le prix qui est prêt à payer d'une façon qui est rentable pour toi. Mais ça t'évacue de l'équation, puis ça rend ton prix plus persuasif en soi. En fait, ce que j'aime du value-based pricing, c'est que ça force les gens à faire du copywriting sans qu'ils s'en aperçoivent. C'est vraiment ça. Parce que quand tu te questionnes sur la valeur de ce que tu as à offrir, c'est exactement ce que tu fais. Tu te questionnes sur... Tu te mets à poser des questions de copywriter, tout simplement. Donc, les deux expertises sont quand même très reliées. C'est vraiment intéressant. Puis les gens s'en aperçoivent pas au début. Fait que je trouve ça sneaky, j'aime ça. Dans ton livre, justement, Ajoute un zéro, on parle plus du pricing ou on combine un petit peu les deux?
On parle beaucoup plus du pricing. Ça s'appelle Comment fixer ses prix et s'enrichir quand on est travailleur autonome. Fait que Wow! c'est vraiment beaucoup plus le prix, là. Puis c'est conçu pour les gens qui sont en service. Ma formation en ligne sur le pricing concerne aussi les produits, mais pour le livre, j'ai vraiment décidé de me concentrer sur les gens en service. Les exemples dans le livre, ça va être des photographes, ça va être des graphistes, ça va être des rédacteurs, ça va être Oh, des coiffeuses, des yeah! massothérapeutes. C'est vraiment des gens en service. Super! C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Ah, génial! Je vais faire un petit scoop tout de suite, tiens. Moi, je me suis procuré 2 belles copies du livre de Alex. Alors, un pour moi et un pour quelqu'un de l'audience. Fait que je vais tout de suite lancer le partage. Si tu partages en story l'écoute de l'épisode présent avec Alex, que ce soit l'audio, que ce soit le YouTube, peu importe, et que tu nous tagues, nous deux, que tu tagues Concept Gilbert ou t'es Alex Martel hein, sur Alex E. Instagram. Martel. Alex Alex avec E. un E, Martel. Martel. Taguez-nous tous les deux qu'on puisse voir le bel engouement et tout ça. Et une de vous pourra remporter le livre de Alex et je vais rentrer en communication avec vous. Alors, tiens, je lance déjà le beau concours. Hey, Alex, ça tire déjà à sa fin. Ça va Colline, vite. justement, on peut te rejoindre. Oui, ça va vite. Quand on parle de des choses qu'on aime, ça va vite. Hein? Ou on peut te rejoindre principalement pour prendre contact avec toi. Je suis connue pour être difficile à joindre. C'est un peu Ah voulu. oui? Comme je te le disais, je garde mon temps vraiment sauvagement, presque. C'est le mot que j'utiliserais. Les meilleures façons d'interagir avec moi, c'est vraiment par les 2 réseaux sociaux que je préfère, c'est-à-dire LinkedIn, qui est mon véhicule préféré. Là. J'ai une belle communauté sur LinkedIn, je publie souvent, j'aime beaucoup échanger avec les gens sur ce réseau-là. Et en story sur Instagram, réponds à mes stories, genre en DM, là, j'aime tellement ça. Je trouve que sur Instagram, c'est là que je vais partager les côtés un peu plus comiques, là, justement les photos de grue, puis ces affaires-là. Puis ça me permet d'apprendre à connaître les entrepreneurs de façon plus personnel, friendly, amical. C'est vraiment le fun. On se découvre des points communs puis des intérêts communs. C'est vraiment le fun. Donc, LinkedIn et Instagram, s'ils vont sur mon site web, ils vont aussi pouvoir s'abonner à mon infolettre, qui est peut-être l'endroit où j'envoie mon meilleur contenu. Ah, nice! Hey, je suis tellement contente d'avoir pu jaser avec toi. Ils vont pouvoir même aussi découvrir sur Instagram la belle crapule, Oui, mon qui est petit une chat. belle petite minette. Une belle petite minette très gentille que je dresse au clicker. Donc, les gens sont super impressionnés parce que mon chat s'assoit, se couche, il fait toutes sortes d'affaires que les chats ne sont pas censés pouvoir faire. Ben oui, toi, as-tu découvert une formation sur quelqu'un qui enseigne vraiment ça? Je Ah, je te serais jure que curieuse. oui. J'ai acheté une formation qui s'appelle Clicking with Your Cat en anglais d'une entrepreneur qui a une entreprise qui s'appelle Cat School que j'ai découvert sur YouTube. Donc, c'est quand même très drôle. Tu sais, le marché des formations en ligne est tellement en expansion que maintenant, il y a même des formations pour dresser nos chats. Voilà. Ben voyons donc, je vais aller se zioter ça avec plaisir. Ah, c'est extraordinaire, tu vas adorer. C'est sûr que je vais adorer. Hey, merci beaucoup, cher Alex, de ton précieux temps. J'ai apprécié notre moment ensemble. J'espère avoir la chance de pouvoir te rejaser. C'est certain je vais Ben oui, continuer. c'est sûr. Je vais t'envoyer des petits mémos dans Instagram avec grand plaisir. Alors, Génial. merci encore et je souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. Salut, salut!